D'écouter parler le professeur Bertrand Fougère, qui est le chef du pôle de gériatrie du CHU de Tours, qui a aussi une mission ministérielle pour parler du bien vieillir en santé, comment bien prévenir le bien vieillir. Et aujourd'hui, il va nous parler à la fois de cette approche d'un point de vue biologique et aussi avec une méthode innovante avec le projet ICOP qui a été mis en place dans des laboratoires médicaux. Voilà, donc professeur Fougère, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à venir vous sortir de vos sentiers habituels en parlant vieillissement, parce que je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de gériatres qui viennent vous parler pendant les 2 jours. Mais ça n'empêche que dans vos activités respectives et dans vos laboratoires, je pense que vous voyez un certain nombre de personnes âgées qui viennent faire des bilans. Donc vous avez aussi un rôle hyper important dans cette transition démographique qui est en cours, et donc on va parler un peu de ça sur cette période post-pondriale. Donc voilà, Bertrand Fougère, je suis professeur de gériatrie à la faculté de médecine de Tours, responsable du pôle vieillissement du CHU de Tours. On va décliner en fait la présentation selon le plan suivant. Avant le vieillissement de la population, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le concept de fragilité, pour que vous expliquer un petit peu que l'âge sur la carte d'identité n'est pas un bon facteur de l'âge clinique et biologique, des outils justement pour détecter cette fragilité, pourquoi il faut la détecter, et quel est le rôle justement des laboratoires de biologie médicale dans ce travail de détection de ces personnes âgées fragiles pour faire de la prévention et avoir ce vieillissement en santé. Alors déjà, la première question qu'on se pose, c'est à quel âge on devient vieux? Et ouais, le vieux, c'est toujours celui qui a 15 ans de plus que nous. Donc on n'est jamais vieux. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même quelques âges. On dit c'est 60-65 ans pour l'Organisation mondiale de la santé. 60 ans, c'est les prestations sociales. Vous avez l'allocation personnalisée d'autonomie à partir de 60 ans. Vous ne pouvez pas l'avoir avant. Là, la définition sociétale, alors je pense que je vais changer d'ici peu, puisque c'est l'âge de départ à la retraite. Donc j'ai mis entre 60 et 65 ans, entre 65 et 70 ans maintenant. 65 ans, c'est le minimum vieillesse. 75 ans, limitation fonctionnelle. Je vous en parlerai un petit peu encore après, mais il y a en fait un âge, il y a avant 75 ans et après 75 ans. Vraiment, en fait, vous avez, d'ailleurs, quand on parle des vieux, il faut savoir de qui on parle, parce qu'en fait, on parle souvent de plusieurs générations, et vraiment, c'est après 75 ans qu'apparaissent quand même les premières limitations fonctionnelles. 75 ans, c'est l'âge d'entrée dans les services de gériatrie, et 86 ans, même quasiment 87 ans maintenant, hein, c'est l'âge moyen d'entrer dans les EHPAD. Alors, ça, vous vous en rendez compte juste en vous baladant dans la rue, la population vieillit. Entre 2015 et 2050, cette proportion des gens qui ont plus de 60 ans va passer de 12 à 22%. En 2020, c'est 1 milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. En 2030, 1,4 milliard. Et 2050, 2,1 milliards de personnes qui auront plus de 60 ans. On va passer à une personne sur 3, en fait, en France, qui aura plus de 60 ans. Et on est déjà, en fait, en France, avec des gens qui ont... il y a plus de gens qui ont plus de 60 ans que de gens qui ont moins de 5 ans. Et si on regarde en fait les courbes, je ne sais pas si je peux avoir une flèche ici. Si on regarde les courbes, et c'est pour ça que je vous les montre, c'est que la proportion, la tranche d'âge qui va le plus augmenter, c'est les 75 ans et plus, et les plus de 80 ans qui vont plus de doubler en fait d'ici 2050. Et si on reprend ce que je vous ai dit juste avant, en vous disant que c'est après 75 ans qu'apparaissent la perte d'autonomie, les premières limitations fonctionnelles, etc., et que c'est la tranche d'âge qui va le plus augmenter, et bien donc il faut absolument qu'on ait des démarches de prévention pour permettre à la fois ce que les gens veulent, c'est-à-dire un maintien à domicile et surtout avoir et garder leur autonomie. Alors l'espérance de vie, elle a explosé sur les 50 dernières années. On est à 80 ans enfin chez les hommes et à 85,7 ans chez les femmes. Est-ce que vous savez ce qui a fait augmenter comme ça de façon drastique l'espérance de vie? Est-ce que vous avez une idée? Je n'ai pas entendu. Vous avez dit quelque chose? Non, j'ai dit une méchanceté, j'ai dit les 35 heures. Ouais, mais c'était pas il y a 50 ans. La mort des plus jeunes. La mort des plus jeunes, non.
Et 5 semaines de congé payé. Vous êtes sur des trucs sociétaux, voilà. Ça reste assez médical. Le préventif, les diagnostics. La vaccination et les antibiotiques. En fait, on mourait de maladies infectieuses. On avait une maladie infectieuse, on mourait de maladie infectieuse. Donc c'est la vaccination et les antibiotiques. Alors j'aime bien le rappeler parce qu'on est quand même en période de campagne de vaccination grippe, qu'il y a à peu près 25% des soignants qui sont vaccinés pour la grippe. Donc ça veut dire qu'il y en a 1 sur 4 ici qui est vacciné. Et or, c'est grâce à ça qu'on a augmenté l'espérance de vie. Donc il faut absolument qu'on travaille sur cette vaccination de tout le monde et notamment des soignants pour que justement on garde sur cette espérance de vie. Et la différence entre les hommes et les femmes? Elles sont trop fatiguées. Alors ça c'était vrai avant. C'était vrai avant, c'est-à-dire que moins de risques, moins de tabac, moins d'alcool, en gros. C'était assez vrai avant, c'est moins le cas maintenant parce que les femmes tiennent bien le bar. Donc en fait on rattrapera jamais en fait, c'est-à-dire que même si on met 2 personnes dans un même environnement et qui ont les mêmes risques environnementaux, entre guillemets, quand je dis tabac, alcool, etc., là, les femmes auront toujours une espérance de vie plus importante. En fait c'est chromosomique. C'est qu'en fait, madame, vous avez 2 chromosomes X et nous un chromosome X et un chromosome Y, donc on est plus instable. Chromosomiquement. Juste. En fait, après, ce qui se passe, c'est que donc, depuis 50 ans, on a augmenté l'espérance de vie, mais au final, on a créé les dépendants. Puisqu'en fait, grâce au progrès de la médecine, vous tombiez malade, vous mourriez vraiment, c'était assez simple. Maintenant, vous tombez malade, et vous vivez avec votre pathologie chronique, et vous perdez votre autonomie, entre guillemets. Et donc, nous, ce qu'on a vu, c'est se creuser la différence entre l'espérance de vie globale et l'espérance de vie sans incapacité. L'espérance de vie sans incapacité, une incapacité, c'est pas vous êtes grabataire dans un lit. Hein. Une incapacité, c'est vous n'arrivez plus à mettre vos bas de contention tout seul, faire vos impôts en ligne, préparer un voyage ou prendre un bus. Ça, c'est une incapacité. La première incapacité, elle apparaît à partir de l'âge de 65 ans, à peu près chez les hommes et chez les femmes. Ça veut dire que par rapport à l'espérance de vie, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, vous vivez avec des incapacités. Et ce qu'on voyait là depuis une vingtaine d'années, c'est que l'espérance de vie globale augmentait, mais l'espérance de vie sans incapacité, elle n'augmentait pas. Elle restait très stable. Et donc on creusait cet écart entre l'espérance de vie sans incapacité et l'espérance de vie globale. Or, c'est ce qu'on cherche en fait. On ne cherche pas à avoir une espérance de vie globale, on cherche aussi à avoir une espérance de vie avec une qualité de vie, vieillissement en santé, etc. On cherche aussi à avoir ça. Et donc ça, c'est notre travail, c'est d'essayer d'augmenter cette espérance de vie. Et on voit alors, un tout petit peu post-Covid que l'espérance de vie sans incapacité, elle recommence un petit peu à décrocher, à augmenter un peu. Tout ça, ça coûte cher. Ça, c'est le rapport de Dominique Thibault, qui est directeur de l'École de la Sécurité sociale, et qui avait fait un rapport en 2019 pour dire que la dépendance, ça coûte 30 milliards d'euros par an. Alors vous allez me dire que c'est une paille par rapport aux 1000 milliards de dettes, 1200 milliards de dettes de la France. Mais bon, c'est quand même toujours 30 milliards. Et surtout, ce qu'il avait mis dans son rapport, c'est que si on faisait de la prévention de la dépendance, on pourrait faire une économie de 10 milliards sur ces 30 milliards. Donc c'est quand même plutôt aussi économiquement intéressant. Alors ce concept de fragilité, il part de ce constat-là, c'est que à âge égal, les personnes âgées, en fait, elles sont fondamentalement différentes. Et ça, par contre, c'est pareil, hein, vous vous en rendez bien compte qu'une personne de 85 ans n'en est pas une autre. Et donc, pourquoi elles sont si différentes? Et c'est ce qu'on appelle justement ce concept de fragilité. La majorité des personnes âgées, elles sont presque comme ça, mais robustes. C'est important de le rappeler parce qu'on a toujours l'impression que les vieux sont malades, mais en fait non, la majorité des personnes âgées vont bien et sont robustes. De l'autre côté, on a le vieillissement plutôt pathologique, et ça, c'est les gens qui sont plutôt institutionnalisés ou avec un gros plan d'aide à domicile. Et entre les deux, vous avez justement ces personnes âgées fragiles. Alors j'aime bien mettre cette photo. Cette dame, on va l'appeler Simone. Et Simone, ça fait 30 ans qu'elle a une hypertension artérielle, qu'elle va voir son médecin traitant tous les 6 mois, qu'elle va à la pharmacie chercher son médicament pour son hypertension tous les 6 mois. Et là, elle rentre dans la pharmacie avec une canne. Et le pharmacien lui dit, vous êtes tombé? Non. Vous êtes fait mal quelque part? Non. Pourquoi vous attrapez une canne? Parce que je me sens plus en sécurité avec ma canne. Justement, j'ai un peu peur de tomber, je me sens plus en sécurité en ayant attrapé ma canne. Et bien là, vous avez typiquement une personne qui vient de passer d'un état robuste à un état fragile. Et le risque, c'est si on la laisse
dans cet état de fragilité avec sa canne. Elle finira par moins marcher, peut-être tomber, attraper un déambulateur et se retrouver en fauteuil, et donc rentrer dans la dépendance, qui pour le coup est irréversible. Cette Simone, je lui fais faire 6 semaines d'activité physique à raison de 2 fois par semaine, elle lâche sa canne, et elle retourne vers un état robuste. Donc il faut vraiment essayer de les attraper tôt. Alors, les outils de détection de la fragilité, le modèle de la fragilité, il date déjà maintenant il y a une grosse vingtaine d'années. C'est une cardiologue américaine qui s'appelle Linda Fried, en 2001. Elle avait des patients insuffisants cardiaques dans son service, âgés. Et en fait, elle se dit, mais pourquoi en fait, j'ai certains patients du même âge avec la même pathologie qui décompensent, et d'autres qui au final vont bien, alors qu'en fait, ils ont la même pathologie, le même âge, etc. Donc, elle a cherché les facteurs qui pourraient en fait les faire décompenser. Et elle en a identifié 5. La perte de poids involontaire, la diminution de la vitesse de marche, la faiblesse musculaire, la fatigue et la diminution de l'activité physique. Et elle s'est dit, à partir de ces 5 facteurs, soit vous n'en avez pas et vous êtes considéré comme robuste, soit vous avez 1 ou 2 de ces facteurs et vous êtes préfragile, et soit vous avez 3, 4 ou 5 de ces facteurs et vous êtes fragile. Alors vous allez me dire, là, il n'y a que des facteurs physiques. Qu'est-ce qu'on fait si vous avez des troubles cognitifs, si vous avez le social, etc. Alors, elle s'en défend assez facilement en disant que si vous avez des troubles cognitifs, vous n'allez pas faire vos courses correctement, donc vous ne remplissez pas votre frigo correctement, donc vous ne mangez pas assez, donc vous perdez du poids. Bon, raccourci rapide. Ça n'empêche que vous ne trouverez aucune publication scientifique sur la fragilité sans le gold standard, qui est le modèle de Fried. Ça sera toujours comparé au modèle de Fried. Mais bon, pour s'en défaire, c'est volontairement illisible. Il y a un autre médecin américain qui s'appelle Kenneth Rockwood, qui lui a développé un index qui s'appelle l'index de fragilité. Là, il y a 70 items. Alors lui, il a tout mis. Incontinence urinaire, les antécédents de cancer, tout, vraiment tout. Et lui, il calcule un index. Fried, c'est assez transversal, c'est vous êtes fragile ou vous n'êtes pas fragile. Rockwood, c'est un index qui va de 0 à 1, et en fait, vous pouvez avoir 0,25 à un moment, 0,30 à un autre, et puis retourner à 0,15, et donc vous avez plus un suivi un peu longitudinal de votre fragilité. Ça n'empêche que c'est absolument impossible à faire en pratique clinique quotidienne, de faire 70 items comme ça, et donc c'est jamais fait. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, c'est un effet cumulé des déficits. Au final, dans la littérature, il y a à peu près 80 à 90 outils. Ça, c'est un papier de 2024 qui a repris les principaux outils de fragilité. Ils sont tous prédicteurs de mortalité, de réhospitalisation, d'effets indésirables, etc., etc. Et au final, il n'y en a aucun qui est utilisé en pratique clinique quotidienne. Quand on parle à des médecins généralistes ou quand on fait des conférences grand public avec des patients, enfin des personnes, et personne nous dit « Tiens, mon médecin traitant m'a fait une détection de la fragilité. » J'ai encore jamais vu personne me le dire. Donc ça n'empêche que depuis 2001, Fried en parle, et on est en 2024, et pour l'instant, il n'y a pas de détection de la fragilité dans les pratiques cliniques quotidiennes. Et pourquoi ? Parce que, principalement, tout le monde manque de temps. De se dire, il faut que je fasse 70 items, même me dire, il faut que je regarde s'ils ont perdu du poids, s'ils ont une force de préhension diminuée, s'ils ont une vitesse de marche ralentie, etc., etc. Mais en fait, personne ne le fait en pratique clinique quotidienne par manque de temps. Ensuite, il y a un deuxième point, et c'est presque le plus important dans la démarche de prévention, c'est que vous allez voir un soignant, et vous allez voir votre médecin, parce que vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous avez tout ce que vous voulez, la fièvre, mais personne ne va voir son médecin encore en disant « Je vais vachement bien, est-ce que vous pouvez me faire un test pour savoir si je suis malade ?» Personne n'a encore fait ça. Or, c'est ça la prévention, c'est de repérer des maladies sans plainte. Or, vous allez voir un soignant avec des plaintes. Donc ça, c'est le côté patient, c'est-à-dire qu'on n'est pas éduqué dans cette démarche de prévention, aussi par peur de la maladie, hein. Et la démarche aussi médicale ou soignante, c'est-à-dire qu'on apprend quand vous êtes dans une faculté de médecine, quand vous êtes soignant paramédicaux, en fait, vous avez tel signe plus tel signe égale telle maladie, et donc on vous donne tel traitement. On n'est pas du tout aussi dans la démarche de prévention, on est dans une démarche curative, plutôt que préventive. Ensuite, il y a des difficultés, notamment à l'utilisation des outils. Je vous ai dit 80 outils qui sont identifiés pour la fragilité. Les gens ils disent ok, j'utilise quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment, etc. Donc pas de consensus sur les outils de détection, et puis cette lacune sémiologique sur le fait qu'on manque encore d'apprentissage sur la prévention. Je ne vais pas avoir qu'un discours négatif.
Voilà, parce qu'autrement, là, vous allez être démoralisé. Alors, quelque chose qui devrait vous intéresser, parce qu'en fait, on y réfléchit, parce qu'on se rend compte que les outils, au final, cliniques, sont un peu difficiles à mettre en place, etc. Donc on se dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant quand même de faire une prise de sang aux gens et puis de leur dire, vous êtes fragile. Juste comme ça, en fait, on leur prescrit, tout le monde gagnerait du temps, et ça pourrait être intéressant. Donc on cherche ces biomarqueurs comme on y travaille, par exemple, sur la maladie d'Alzheimer, pour passer du LCR au sanguin, ce qui nous permettra de définir des facteurs de risque. Donc, la recherche, on essaye de s'orienter vers ces biomarqueurs de fragilité qui pourraient refléter l'état nutritionnel, la sarcopénie, donc la sarcopénie, c'est la perte de masse et de force musculaire, ou l'état général même des personnes. L'intérêt, ça serait surtout de se dire, dans les situations qui derrière sont à risque, de se dire, exemple, la chimiothérapie, laquelle personne serait fragile et donc à risque de décompenser lorsqu'on va lui faire un traitement X ou Y qui va justement l'altérer. Alors pour l'instant, on est sur un panel de quasiment 25 biomarqueurs qu'on essaie de rétrécir au plus possible pour en garder probablement 4 ou 5, qui ça sera un peu comme sur le modèle justement MA, maladie d'Alzheimer, dans l'idée de se dire que ça sera plutôt un score composite avec un panel composite de biomarqueurs. Principalement, ce qu'on regarde, c'est que c'est principalement inflammatoire, ce qu'on repère. Les gens qui ont une fragilité ont en fait, en vieillissant, vous avez une inflammation qui est un peu plus augmentée, c'est l'inflammaging, c'est physiologique. Et ceux qui sont fragiles ont une inflammation encore un peu plus augmentée, alors pas tant sur des paramètres type CRP, enfin nos paramètres quotidiens, mais plus sur des paramètres sur les interleukines et sur le TNF notamment. Et donc l'idée, ça serait de plutôt aller chercher c'est plutôt d'aller chercher dans ces paramètres-là d'immunosénescence un peu augmentée. Ça n'empêche que ça restera pour l'instant, en tout cas complémentaire à une pratique clinique quotidienne. Quand je discute avec les médecins généralistes, je leur dis probablement qu'il y aura ces paramètres biologiques qui vont arriver, plus un paramètre clinique, c'est-à-dire de leur dire vous mettez un morceau de scotch dans votre salle d'attente, vous en mettez un autre dans l'entrée de votre bureau à peu près à 4 mètres, et quand vous appelez les gens, vous chronométrez le temps qu'ils mettent pour venir de leur siège à votre bureau, et si la vitesse de marche est ralentie, que vous, en tant que clinicien, votre impression subjective de clinicien, vous avez l'impression que cette personne est fragile, entre la sensibilité et la spécificité de ces deux tests, qui sont à 98% pour la spécificité et 97% à peu près pour la sensibilité, il est fragile. Donc c'est vraiment rajouter des tests très simples à votre impression subjective. Vous avez un chemin YouTube là-dessus? Vous voulez que je fasse une vidéo? Oui. On va y penser. Alors, pourquoi en fait c'est important de détecter cette fragilité? Alors ça, c'est une étude entre fragilité et dépendance. On a pris des fragiles, des très-fragiles et des non-fragiles. Ils ont été suivis pendant 10 ans. Et en fait, si vous êtes fragile à l'inclusion, donc les fragiles, je répète, pas de plainte. Un risque qui est multiplié par 2 d'entrer dans la dépendance. C'est des gens qui sont 2 fois plus dépendants à 10 ans quand ils sont fragiles à l'inclusion. Sur les troubles cognitifs, pareil, on a pris des fragiles et non fragiles, suivis pendant 7 ans. Le risque de maladie d'Alzheimer multiplié par 2,5. Ça augmente le risque de chute de 1,4, de fracture de hanche de 1,4, non vertébrale de 1,25 et de décès de quasiment 2. Donc, il faut repérer ces patients âgés fragiles parce que ça entraîne des événements indésirables graves, pour le coup entre 5 et 10 ans. Et pourquoi aussi il faut les repérer précocement, comme je vous le disais pour la dame Simone, parce qu'au final, les interventions sont efficaces. Là, on n'a pris que des fragiles à l'inclusion, et on a regardé, là c'est un index de fragilité qui, pour le coup, plus on descend, plus c'est efficace. Et donc on a fait une intervention nutritionnelle, une intervention cognitive, une intervention physique, et la combinaison de l'ensemble des interventions. Et si on regarde, eh bien en fait, les interventions sont efficaces, et principalement derrière la combinaison des interventions, et sur 12 mois. Et donc ça veut dire que plus on va détecter précocement, plus on va pouvoir intervenir précocement, et plus on a de chance que ça soit réversible. Donc vraiment, c'est important de repérer ces personnes âgées fragiles. Alors là, je voulais vous montrer aussi l'efficacité des interventions.
Ça, c'est une coupe de quadriceps d'un homme de 40 ans triathlète. Vous avez le fémur, le muscle. Le muscle, c'est tout ce qui est gris. Hein. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas... Et le blanc, c'est le gras. Là, vous avez un homme de 70 ans sédentaire. Il ne faut pas faire cette tête, madame, je vous vois. Juste en pause prandiale, c'est vrai que... C'est une coupe de cuisse, hein, c'est une cuisse. Oui, j'avais compris. Le steak du haut. Et ça, c'est le 70 ans triathlète. Mais là, Ça veut dire qu'en fait, si vous continuez à faire de l'activité physique, vous pouvez garder votre force et votre masse musculaire. Et ça, c'est un message qui est important pour tous les soignants, mais c'est important à faire passer à nos patients. C'est-à-dire que il n'est jamais trop tard. Le monsieur j'ai mangé son nom, mais qui avait couru le marathon de Paris il y a 2 ans, à 96 ans, il a commencé à courir à 56 ans, et il était chauffeur de bus. Donc il y a difficilement plus sédentaire comme activité professionnelle. Et vous voyez, il a couru le marathon à 96 ans. Donc vraiment, c'est jamais trop tard. Alors, il n'y a pas d'âge aussi pour conserver sa mémoire. Ça aussi, c'est l'effet, en fait, de l'activité cérébrale sur la mémoire. Il faut absolument garder une activité cérébrale, et ça, c'est des conseils assez simples à donner aux patients. C'est vous continuez à faire du Scrabble, du Sudoku, vous apprenez la dernière phrase du livre que vous venez de lire le soir et vous essayez de vous la réciter le lendemain matin. Même pour vous, il faut essayer. Vous allez essuyer un certain nombre d'échecs avant d'y arriver. Donc on commence souvent je leur dis, vous commencez par un mot, et puis après on essaie d'augmenter. Mais en tout cas, le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Plus vous allez l'entraîner, mieux ça va se passer. Ça, c'est pareil, on n'en parle pas assez, mais parce que la vue, c'est quelque chose qu'on fait toute notre vie. C'est-à-dire que tout le monde, ceux qui ne voient pas bien, vont voir l'ophtalmo et l'opticien et corrigent leur vue. Et donc en vieillissant, on continue à peu près à corriger sa vue. En revanche, l'audition, ça, on le prend très mal en charge, parce que ça arrive plus tardivement. Et donc maintenant, je leur fais peur aux patients en leur disant qu'en fait, les troubles auditifs précoces non appareillés sont pourvoyeurs de troubles cognitifs. Donc, il faut s'appareiller, parce qu'autrement, c'est pourvoyeur de troubles cognitifs. Et c'est significatif. Donc ça, c'est assez facile à les repérer, et je vous en parlerai après sur justement le programme ICOP. Il y a 2 tests, en fait, assez simples, que vous pouvez repérer facilement. C'est le test du chuchotement. Quand vous chuchotez, ils n'entendent rien. Et après, les gens qui n'entendent rien, vous les repérez facilement dans une soirée, dans un groupe. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party. C'est-à-dire que quand, en fait, il y a du bruit, ils ne parlent plus. Parce qu'en fait, pour eux, c'est un espèce de brouhaha permanent, et donc ils n'entendent plus rien, donc ils se taisent. Les repas de famille où le grand-père ne parle plus du tout, on vous dit qu'il se fait chier, mais en fait, non, ça fait juste qu'il n'entend rien. Et donc à ce moment-là, il faut absolument qu'il se fasse appareiller. Il se fait appareiller parce que ça coupe socialement de rien entendre. Les gens qui n'entendent rien, en fait, ne parlent plus et ne communiquent plus avec les gens. Alors, le programme ICOP et comment, en fait, vous, dans les laboratoires de biologie médicale, vous pouvez être investi dans cette démarche de prévention, parce que vous avez largement votre rôle et tout le monde a son rôle. Le programme ICOP, il a été développé en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est un programme mondial qui se fait partout dans le monde, et qui est implémenté en France pour l'instant sur un programme d'article 51, donc une expérimentation du ministère de la Santé jusqu'au 31 décembre 2024, et avec une implémentation nationale partout, donc vous allez forcément entendre parler, au 1er janvier 2025, donc dans 2 mois. Et il part du constat que pour vieillir en santé, il y a 6 fonctions qui sont essentielles: la mémoire, l'activité physique, la nutrition, la vue, l'audition et le moral. Et si vous entretenez ces 6 capacités, vous pouvez espérer vieillir en santé. Et donc l'idée, c'est d'attraper les gens à partir de l'âge de 60 ans pour se dire, on va se tester régulièrement, s'auto-tester même. Vous pouvez télécharger des applications sur vos smartphones pour en fait faire des tests, et tous les 6 mois, vous vous testez. Alors l'approche, je vous avoue que l'approche n'est pas si simple, parce que quand vous dites à quelqu'un qui a 62 ans d'activité professionnelle, on va vous faire un programme de vieillissement en santé, il me regarde et il me demande de prendre la porte. Donc on essaie de travailler un peu différemment, on leur demande comment allez-vous. Il serait peut-être temps de tester vos capacités. Et donc on arrive à les avoir un petit peu comme ça.
Et puis surtout, l'avantage du programme ICOP, c'est que c'est à la fois une démarche de parcours qui permet de faire rentrer les gens, et je vais vous expliquer pourquoi, dans un parcours de soins le plus précocement possible. Et il a aussi, et surtout, je pense, c'est un vrai programme d'éducation à la santé. Puisqu'en fait, objectivement, dans les résultats qu'on a là dans l'expérimentation, il y a 99,7% des gens qui, à 60 ans, n'ont rien, aucune capacité altérée. Et tant mieux. Mais ça n'empêche qu'ils pensent, tous les 6 mois, à se dire, en fait, il faut que je fasse attention à ma mémoire, mon activité physique, ma nutrition, etc., etc. Et donc, en fait, on est dans l'éducation à la santé. Alors, pourquoi je vous dis que c'est une démarche parcours? Parce qu'il y a une étape de dépistage, et ça, les gens le font donc en auto-évaluation ou en hétéro-évaluation avec un professionnel qui les accompagne. Ensuite, si vous avez une capacité qui est altérée, le résultat, il part chez votre médecin traitant, et votre médecin traitant dit, en fait, on va faire une évaluation plus approfondie de la capacité qui est altérée. Exemple, vous êtes déjà suivi pour des troubles cognitifs. Vous avez déjà en consultation mémoire, vous allez faire le test de dépistage, ça part chez votre médecin traitant va dire il est déjà suivi pour ces troubles cognitifs, ça s'arrête là, puisqu'en fait il est déjà suivi. Si en revanche, vos capacités cognitives, en tout cas au test de dépistage, sont altérées, là à ce moment-là, votre médecin traitant va dire il faut faire une évaluation plus approfondie et vous adresser en consultation mémoire pour faire une évaluation plus approfondie et ensuite avoir un plan de soins personnalisé et le suivi du plan de soins. L'intérêt de ça, comme je vous disais, c'est de faire rentrer les gens dans un parcours de soins le plus précocement possible pour éviter qu'en fait, les gens qui ont des troubles cognitifs, en fait, ils arrivent à nos consultations parce qu'ils étaient tout nus dans la rue et que les pompiers les ont emmenés en consultation. Parce que c'est trop souvent ce qu'on voit. Hein. Maintenant, les gens, on les voit. Alors, c'est un peu mieux maintenant, c'est un peu mieux que ce que c'était. Mais les gens, on les voit beaucoup plus tardivement. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans que les gens, après, quand on interroge les familles, ils nous disent bah ouais, non, mais ça fait 5 ans qu'en fait, il y a des troubles cognitifs. Et on les voit en fait au moment où en fait ça tient plus à la maison quoi. Alors que là l'intérêt du programme ICOP c'est les voir plus précocement pour ensuite les faire rentrer dans ce parcours de soins, leur proposer potentiellement des programmes de recherche et puis surtout organiser la prise en charge médico-psychosociale. Alors comme je vous disais, on a travaillé sur ces mots-là. On a travaillé avec des linguistes, des sociologues, avec des usagers là pour savoir comment il fallait qu'on aborde les gens sans que ça se dise programme de vieillissement, parce que dès qu'on dit vieux, c'est une catastrophe. Et donc, on leur dit juste comment allez-vous, et voilà, passer 60 ans, c'est peut-être le bon moment de vérifier si tout va bien. Et donc là, voilà, ça c'est le flyer qu'on distribue beaucoup aux personnes pour leur expliquer un peu la démarche du programme ICOP. Ça, c'est pour que vous puissiez télécharger les applications et puis que vous puissiez les envoyer à vos parents respectifs. Donc, je vous ai mis les QR codes. De toute façon, vous allez trouver, c'est ICOP et moi. Et vous pouvez le télécharger. Et en fait, c'est des autotests que vous faites. Donc, l'autotest pour l'activité physique, c'est un lever de chaise. Pour la mémoire, vous apprenez 3 mots. La nutrition, il vous demande si vous avez perdu du poids. Il y a un test de chuchotement pour l'audition, etc. Et après, ça part chez votre médecin traitant. Alors, là, vous allez avoir une version, j'allais dire, un peu... Alors, c'est la version définitive du programme, mais ça n'empêche qu'on est quand même toujours dans une démarche article 51. Donc pour l'instant, il y a 12 territoires en France qui implémentent le programme ICOP. Donc suivant où vous êtes, c'est pas partout. Par contre, c'est partout au 1er janvier. Donc de toute façon, vous pouvez garder l'appli pour le 1er janvier. Alors, on a quand même... alors, je vous avoue qu'on a un peu galéré quand même à l'implémentation du programme ICOP, notamment sur l'implication des professionnels de santé. Parce que quand on discute, c'est vraiment un programme pour la ville. Puisqu'en fait, c'est des gens qui vont bien. Donc, c'est les gens qui vont bien, et en fait, ils ne sont pas chez moi en gériatrie à l'hôpital. Et ils sont plutôt en ville, à domicile. Et donc là, l'idée, c'est d'impliquer les infirmiers, les aides-soignants, les infirmiers, les autres professions paramédicales et les médecins généralistes. Et je vous avoue que c'était assez difficile. Et pour plein de raisons qui s'entendent, hein, c'est-à-dire que un médecin généraliste, il a une patientèle de 1500 personnes. Et là, en fait, je lui dis, en fait, tu as 1500 malades. Et là, ça serait bien que tu testes des gens qui ne sont pas malades. Et potentiellement, ils deviendront malades demain. Donc, ils auront 1501 malades. Donc là, ils m'ont dit, non, c'est pas possible. En fait, ça ne va pas y arriver. Donc, on a essayé d'impliquer
vraiment d'autres personnes que même des professionnels de santé. Donc on travaille par exemple avec le groupe La Poste. On a les facteurs qui viennent au domicile des gens pour aller faire le step 1 du programme ICOP. On a travaillé avec les entreprises de téléassistance, avec les opticiens mobiles, on a travaillé avec les agents des conseils départementaux, etc., etc., et avec les laboratoires de biologie médicale. Alors, comment on a fait, c'était de se dire que même si vous êtes extrêmement performant, les gens, quand même, ils s'assoient un petit peu dans vos salles d'attente, et donc ils ont 5 à 10 minutes pour pouvoir faire le step 1 d'ICOP. Ils sont en plus dans une démarche à peu près de santé, c'est-à-dire qu'ils sont quand même dans un environnement de santé, donc ça peut à peu près le faire. Donc on a commencé à tester avec mon équipe de gériatrie qui s'est déplacée dans des laboratoires entre mai et septembre 2024, dans 2 laboratoires à Tours. Donc sur le mois de mai-juin, on a fait 33 permanences, qui étaient assez courtes, puisqu'on arrivait entre 8h et 9h30. Et on a fait 192 step 1 là, sur ces permanences, et puis après 3 laboratoires. Ensuite, de juillet à mi-septembre, à raison d'une permanence par semaine, donc ça faisait à peu près 32 permanences, on a fait 103 step 1. Ce qui était, vous vous rendez pas compte probablement, mais ce qui était énorme, l'ensemble des professionnels libéraux, ils nous envoyaient à peu près entre 50 et 100 step 1 par mois. Et là, en fait, sur 2 laboratoires, on arrivait déjà à en faire 192 en quelques mois. Et donc après, on s'est dit, si ça marche, on va essayer de mobiliser les équipes, pour le coup, directement des laboratoires. Et donc là, on a eu la formation des gens dans les laboratoires de Blois et de Tours. Alors pourquoi ces 2 territoires? Alors parce que c'est où je travaille, mais surtout c'est parce qu'on fait partie des territoires expérimentateurs de l'article 51. On n'a pas été sur des laboratoires qui étaient hors territoire d'expérimentation, puisque l'idée c'était d'avoir des gens, le laboratoire faisait le step 1, mais derrière il faut que ça continue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même la partie évaluation, etc. Donc il faut quand même que les professionnels de santé soient au courant qu'il y a un programme comme le programme ICOP sur leur territoire, ce qui n'est pas le cas si vous n'êtes pas territoire expérimentateur. Et là on a complètement explosé les chiffres, puisqu'en fait sur le dernier mois, là, sur le mois d'octobre, j'ai eu les chiffres il y a 2 jours, il y a eu 250 step 1 qui ont été faits sur le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ça représente quasiment les 2 tiers des step 1 qu'on fait chaque mois dans les laboratoires de biologie médicale. Donc ça permet aussi d'investir d'autres personnes de l'équipe dans le laboratoire, puisqu'il y a tout un process un peu automatisé du programme ICOP, où en fait les gens je réponds directement aux questions, et pour le coup c'est directement fait par le secrétariat, notamment les équipes du laboratoire. Donc ça permet de gagner aussi un peu de temps. Eux, les gens, en fait, ils sont en salle d'attente, donc de toute façon, ils ont le temps de le faire. Et ça permet justement aussi l'investissement de tous et des laboratoires justement dans cette démarche de prévention. Je le dis souvent, je pense, je vais peut-être me faire avoir des gros yeux, je pense que la biologie médicale, elle est à un carrefour de son activité, comme l'étaient les pharmaciens d'officine il y a une dizaine d'années. Biologiste avancé. Je crois qu'en fait, je crois que vous devez prendre le virage comme l'ont pris les pharmaciens d'officine. C'est-à-dire que donc, en diversifiant vos activités et en faisant en sorte que vous êtes un centre avancé de soins, et que les gens ils le voient aussi comme ça, et donc ils peuvent aller faire justement, soit aller faire des démarches de prévention, soit aussi récupérer des informations de prévention, mais pas que ça. Enfin, je vous souhaite que demain aussi il y ait la vaccination, par exemple, on en a parlé, mais il faut que ce genre de truc ça arrive dans vos laboratoires de biologie médicale. Je crois que vos activités sont justement à un tournant dans ce que vous faites. Donc vraiment une grande réussite pour ça. Au final, dans l'organisation, et je vous le dis parce que j'espère que vous pourrez implémenter ICOP aussi dans vos laboratoires à partir du 1er janvier 2025, mais il faut faire cette collaboration avec une équipe un peu de gériatrie au début pour ne serait-ce que sensibiliser aussi vos équipes. On sait très bien que le changement, c'est pas facile. Et donc, ça permet un peu de sensibiliser, d'être présent, comprendre le programme, etc., etc. Vraiment, vous touchez, c'est exact, vous avez le public cible. C'est-à-dire que vous avez ces gens qui viennent à partir de 60 ans, là, qui commencent à avoir ces premières pathologies, qui en fait sont quand même en bonne santé, puisqu'ils se déplacent au laboratoire, qui viennent, etc. Donc vraiment, vous avez tout le monde, et sur un panel qui est assez large. Le lien avec le médecin traitant, il peut être facilité, et même à terme, et ça je ne l'aurais pas encore dit au labo, là, avec lequel on travaille, mais je crois que pour l'instant, les résultats, ils partent chez le médecin traitant par l'intermédiaire de l'application, etc. Et derrière, les gens, vous leur faites une prise de sang. Enfin, ils viennent pas pour le programme ICOP encore. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, ils viennent quand même pour faire la prise de sang.
Et probablement que le résultat du step 1 d'ICOM, il pourrait partir chez le médecin traitant avec vos résultats de biologie médicale. Je pense que ça pourrait être largement automatisé dans ce sens-là. On va parler quand même un peu sous. Pour l'instant, dans l'expérimentation ARICOP article 51, et je précise bien parce que je n'ai pas d'informations sur le 1er janvier 25, mais le step 1 ARICOP, il était financé à hauteur de 18 €. Donc là, en fait, c'est en plus de tout une activité qui peut aussi diversifier les modèles de financement de la biologie médicale. Je ne m'avance pas sur ce qui va se passer au 1er janvier 25 parce qu'en fait, on n'en a absolument aucune idée. Et je vous avoue que la période de juin à fin septembre a été un peu perturbée pour les arbitrages, donc on n'a pas eu trop d'arbitrage. Mais on espère bien que ça arrive pour avoir au moins un modèle de financement, parce que ça va être difficile de le faire que à fond perdu, entre guillemets. Pour conclure, pour bien vieillir, et je pense que vous l'avez compris, il faut être bien dans sa tête, et ça c'est l'activité cognitive. Il faut être bien avec les autres. On est des animaux de meute, hein. Donc en fait, la vie c'est la vie sociale. Bien dans son corps, et ça c'est l'activité physique. Il faut bien manger, ça c'est le régime nutritionnel, l'apport protéique qu'il faut avoir. Bien voir, bien entendre et bien dormir. Et si j'en rajoutais un autre, un sixième, mais dans une main il n'y a que 5 doigts, jusqu'à présent, c'est les médicaments. Les médicaments, c'est quand même une catastrophe. Il y a 20% des hospitalisations dans nos services de gériatrie, c'est la iatrogénie médicamenteuse. À partir de 80 ans, la moyenne des médicaments, c'est plus de 8. Plus 8 médicaments sur les ordonnances. Donc il faut absolument aussi faire attention à la prise médicamenteuse. Et prescrire. Alors, maintenant, je dis conciliation médicamenteuse dans le sens où ce qui est compliqué, c'est que en fait, les études, elles sont faites, c'est un médicament versus un placebo, et c'est comme ça qu'on voit l'efficacité. Le problème, quand vous rajoutez un deuxième médicament, vous ne savez pas trop ce que vous faites, il n'y a pas eu d'études sur ça. Un troisième médicament, vous êtes un peu sorcier. Et le quatrième, c'est pour les fins indésirables du premier. Mais ça, c'est valable quand je dis ça comme ça, mais en fait, maintenant, quand par exemple vous avez une insuffisance cardiaque, vous avez ce qu'on appelle les 4 fantastiques, et donc si vous suivez les recommandations de la Société européenne de cardiologie pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, vous avez 4 médicaments. Donc si vous êtes insuffisant cardiaque, hypertendu et diabétique, juste des recommandations que vous suivez, hein, vous avez déjà 6 ou 7 médicaments. Dans les recommandations. Mais sauf que vous mélangez des choses dont vous n'avez aucune idée du mélange. À ramener à la maison, en fait, jusqu'à l'âge de 60 ans à peu près, on fait de la promotion de la santé. On vous dit que pour essayer de vieillir en santé, c'est mieux si vous essayez de ne pas manger McDo matin, midi et soir et une bouteille de whisky tous les jours. Et faire un peu d'activité physique. Ça, c'est la promotion de la santé. À partir de 60 ans et jusqu'à 75 ans, on fait de la prévention primaire. C'est-à-dire que là, on essaye de repérer les capacités, vos 6 capacités qui pourraient être altérées et donc intervenir précocement pour faire en sorte que ça soit réversible. Ensuite, à partir de l'âge de 75-80 ans, on essaie toujours de faire de la prévention primaire, mais là, on est encore plus dans la prévention secondaire, de se dire, il ne faut pas que les pathologies qui sont présentes décompensent. Il ne faut pas que le patient qui a son insuffisance cardiaque, son diabète, etc., décompense. Promotion de la santé jusqu'à 60 ans, 60-80, prévention primaire, et après 80 ans, pour le coup, prévention un peu plus secondaire. C'est le rôle de tous de faire la détection, et notamment, vous voyez, j'ai écrit en rouge, biologistes et leurs équipes. Parce que, ouais, ça c'est aussi, alors, je ne sais pas si j'ai été bien clair sur ça, mais vraiment c'est l'affaire de tous, et surtout pas que du biologiste dans un laboratoire. C'est n'importe qui peut le faire, parce que les gens peuvent le faire en auto-évaluation. Je veux dire, ça va être ceux qui accompagnent, ça peut être n'importe qui, puisque les gens peuvent le faire tout seuls. S'ils peuvent le faire tout seuls, l'accompagnant qui est à côté, ça peut être n'importe qui. Donc vraiment, c'est impliquer tout le monde, et je crois qu'en plus, ça peut largement valoriser les équipes. Ensuite, l'évaluation, là, pour le coup, là, on passe sur un versant un peu plus santé, donc là, il faut qu'il y ait une évaluation qui soit un peu plus approfondie. Et surtout, on ne fait pas de détection et pas d'évaluation si on n'est pas capable de faire une intervention derrière. Ça, c'est hyper important. Je ne détecte pas si je ne suis pas capable d'intervenir. C'est comme si c'est le même modèle que le dépistage du cancer du sein ou du cancer colorectal. Hein. C'est comme si je dis à une femme d'aller faire son dépistage du cancer du sein avec une mammographie et qu'en fait, je repère un truc et je lui dis bonne journée, quoi.
Mais c'est pas possible. C'est que là, de la même manière, si je suis pas capable d'avoir une intervention derrière, il ne faut pas faire de détection. Et les interventions, elles doivent être multidisciplinaires, donc nutritionnelles, cognitives, physiques et multidomaines. Je prends ma casquette universitaire, on doit aussi absolument avoir des données robustes pour voir l'efficacité de nos programmes et donc pouvoir inclure les gens dans justement des programmes de recherche et pour absolument avoir cette démarche, repérer, évaluer et agir. Et je vous l'ai mis un peu sur le côté, parce qu'en plus on est quand même, c'est les journées de l'innovation et les nouvelles technologies et l'innovation. Alors je pense que le programme ICOP, c'est une innovation en elle-même, une innovation organisationnelle, parce que forcément on change aussi, on casse un peu les silos qu'il y a un peu entre tout le monde, mais aussi les nouvelles technologies vont nous aider pour accompagner cette transition, à la fois en termes de repérage, mais à la fois aussi en termes d'intervention et de suivi des interventions. Donc il faut aussi prendre ce virage numérique qui est hyper important. Je fais un peu de pub, si vous voulez venir à Tours, vous êtes les bienvenus le 26 et le 27 mars, au journée vieillissement et maintien de l'autonomie. Et voilà, je laisse prendre les photos, je vois les photos, c'est bien. Congrès-jvma.fr. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Alors, Eric et moi, on est plutôt convaincus puisqu'on fait partie des biologistes qui ont installé ICOP dans les labos. Mais du coup, j'en profite sur la dernière diapo pour vous demander deux petites questions. Est-ce que les STEP 2, justement, vous pouvez nous faire un retour? Est-ce que vous avez une idée si est-ce que ça a encombré vos consultations de STEP 2, notre démarche? Et puis la deuxième question est tout à fait différente. Ce matin, on a eu une intervention aussi très intéressante d'une généticienne où ils ont décidé de se servir de l'IA pour... En fait, j'y pense par rapport à votre diapo tout à l'heure sur tout le listing imbuvable de repérage. Et finalement, c'est un peu pareil dans les maladies rares génétiques, ils ont un listing imbuvable de petits signes. Est-ce que finalement, ça pourrait être aussi une option d'utiliser l'IA pour repérer directement dans le DMP un espèce de chaînage qui pourrait partir des bilans biologiques, peut-être, de nos patients? Alors, sur la première question, sur les STEP 2 d'évaluation, alors oui, si ça a tout embolisé, alors pour la simple et bonne raison que c'est ce que je disais, c'est on a du mal à mobiliser les professionnels de santé sur un programme de prévention tel que ICOP, quand bien même, je vous ai dit, le STEP 1, c'est financé à hauteur de 18 €, le STEP 2, l'évaluation, si vous faites l'évaluation et que vous faites le plan de soins, c'est 100 €. C'est quand même pas rien, mais même pour le coup, l'incitation financière n'a pas été suffisante. Nos collègues soignants en ville, médecins généralistes, ils sont déjà blindés. Donc de toute façon, en fait, c'est juste de rajouter des consultations, c'est juste ça qui n'est pas possible. Donc on a travaillé avec notamment les infirmiers de pratique avancée aussi pour faire des évaluations un peu plus approfondies. Puis nous, nos consultations gériatriques qu'on a absorbées. Demain, parce que c'était le but de l'article 51, c'est aussi avoir les freins et les leviers à l'implémentation d'un programme comme celui-là. Demain, le programme ICOP, il va rester probablement comme il est sur la partie STEP 1 et sur le dépistage et l'auto-dépistage, etc. Et probablement qu'on va travailler d'autres circuits aussi pour le STEP 2. Il y a plusieurs schémas qui sont en train d'être discutés. Il y a celui qui, dans tous les cas, le médecin traitant recevra l'alerte et sera en capacité de faire une évaluation plus approfondie, mais probablement un peu moins rigoureuse que ce qu'était le STEP 2. Là, pour l'instant, il y avait des tests très spécifiques à faire, etc. Là, le médecin aura plus de liberté sur ce qu'il a envie d'évaluer. Ils sont en train de réfléchir à des équipes ICOP. C'est-à-dire qu'en gros, on va mobiliser des professionnels qui sont motivés pour faire le programme ICOP sur les territoires. Et ces équipes ICOP, en fait, c'est elles qui feront le STEP 2 en, fait, en permanence. Et nous, après, derrière, les équipes de gériatrie hospitalière, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir, en fait, de se dire, la gériatrie hospitalière doit rester là pour les gens complexes. C'est-à-dire que nous, on les voit, on a dans notre modèle, quand ils ont plus de 3 altérations en les fonctions, ça devient complexe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des performances physiques altérées, vous avez potentiellement des troubles cognitifs, et potentiellement, par exemple, des troubles nutritionnels, vous devenez un patient quand même un peu plus complexe. Et là, nous, on les voit en consultation, et donc oui, ça a quand même largement aussi augmenté notre file active. J'allais dire ce qui n'est pas plus mal, oui et non, dans le sens où notre file active est déjà bien pleine. Mais en fait, les gens n'ont pas l'habitude spécialement d'aller, ils vont chez le gériatre. 80% de nos consultations, c'est des consultations mémoire. Et c'est bien aussi de pouvoir essayer d'avoir des consultations de prévention encore plus et d'essayer de les voir un peu plus tôt, quoi. Sur le deuxième, sur l'IA, alors on le fait déjà. Le modèle de recoudre, on l'a implémenté, alors il n'y a pas tant avec l'IA, mais
En fait, pour le coup, ça va chercher directement dans nos courriers. Et en fait, on calcule un index de fragilité par rapport à ça. Je pense que même sur ICOP, en fait, ça va aller plus loin. C'est-à-dire que ICOP reste du dépistage et un peu plus, mais il faudra qu'à terme, si on veut même harmoniser les pratiques, faire en sorte qu'il y a des territoires où on est quand même en déficit de soignants et ça ne sera pas forcément mieux demain. Ce qu'il faut, c'est de se dire, il faut qu'un soignant il puisse dire, bon, en fait, si j'ai eu tel résultat à ICOP, ok, ça m'envoie vers tel test. Si j'ai tel résultat à tel test, paf, ça l'envoie à un autre tel test, etc., jusqu'à, à la fin, quasiment, ça vous écrit le programme d'intervention derrière. Et ça, on va y venir parce qu'on y travaille largement. Et donc, oui, ça va nous accompagner largement là-dedans. Il faudra. Merci beaucoup. Des questions? Oui. Si, Une question et une suggestion. La question, c'est en l'état actuel des pénuries dans les équipes, comment vous fonctionnez par rapport à vos équipes et à vos internes en particulier? Est-ce que vous avez actuellement la notion de difficulté à recruter des internes? Et la suggestion, en ce qui concerne la technologie avancée, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir une activité avec des balances connectées, Anita ou WeThings, par rapport aux différentes masses? Alors, première partie de question. Vous avez votre réponse quasiment dans votre question. Oui, la gériatrie, on n'a pas encore réussi à faire que la gériatrie, ça soit sexy. Et donc, les 6e années à l'internat, ils ne choisissent pas la gériatrie cette année. Alors, cette année est un peu particulière. Depuis le DES de gériatrie est créé depuis 2017. Avant, c'était un DESC, c'était complémentaire à un autre DES. Là, donc, c'est un DES depuis 2017. En France, on avait à peu près 20% des postes qui n'étaient pas pourvus en gériatrie. Cette année est un peu particulière puisqu'en fait, il y a eu 30% d'inadéquation. C'est un nouveau modèle de l'internat, donc il y a eu 30% d'inadéquation entre le nombre de postes et le nombre de personnes qui ont passé l'internat. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont choisi de redoubler pour ne pas se retrouver la première année de la nouvelle réforme. Et donc là, on a eu moins de 50% des postes qui ont été pris en France sur les internes de gériatrie. Ça n'empêche que si je tiens ce discours alarmiste et que je le dis juste comme ça, en fait, j'arrête et puis c'est pas possible. Donc ce qu'on a fait, c'est aussi mettre en place des DU. Et donc on a fait un DU, un diplôme interuniversitaire de médecine de la personne âgée. Et on forme les professionnels de santé médicaux à avoir, j'allais dire, une base socle sur la prise en charge des personnes âgées. À la fois pour les gens qui travaillent en médecine de ville, mais même pour ceux qui travaillent derrière, qui vont potentiellement travailler à l'hôpital. Et moi, mes derniers recrutements, par exemple, même au CHU, c'est des médecins généralistes qui ont fait le DU. Parce qu'au final, moi, j'ai 5 internes par an. Sur les 5 internes, tout le monde ne va pas forcément travailler en Centre-Val de Loire, tout le monde ne va pas même forcément travailler du cours. Et donc, je ne pourvois pas tous les hôpitaux. Donc, on recrute des médecins généralistes qu'on oblige, entre guillemets, en tout cas qu'on incite à faire la formation médecine de la personne âgée. Il faut qu'on aille vers d'autres professionnels, d'autres spécialités médicales pour aussi pourvoir nos services. Et puis surtout, nous, on travaille. Il faut que le gériatre reste, comme je disais, sur la prise en charge de la complexité et qu'on soit formateur pour nos collègues pour la prise en charge de la masse. Parce qu'en fait, si on se dit que ça va être que les gériatres qui vont prendre en charge les personnes âgées, il faut arrêter de faire les autres spé, à part la pédiatrie. Parce que de toute façon, vous allez en cardiologie, en rhumato, en dermato, etc. Il n'y a que des personnes âgées dans les services des hôpitaux. Et chez le médecin généraliste, ses patients, à part celui qui fait beaucoup de pédiatrie, il ne voit que des personnes plutôt âgées. Donc il faut absolument qu'on arrive à former aussi nos collègues et à sensibiliser nos collègues à la prise en charge de la personne âgée. Votre deuxième question, je l'ai oublié. Suggestion, les balances connectées. Ah, les balances, ouais. Les balances, alors ça, on le fait déjà. On le fait déjà en partie. Notamment, par exemple, pour les critères de FRIT dont je vous parlais. En fait, on équipe alors, les gens qu'on sent fragiles. En fait, on leur demande de se peser quasiment toutes les semaines. Et en fait, ça part chez le médecin traitant. Et en fait, quand il voit le décrochage, ça lui fait une alerte. Donc oui. Mais il y a, en termes de connexion, vous avez les balances connectées, c'est quelque chose un critère dur, parce que vous avez le poids. Par exemple, il y a une boîte qui fait, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle OzoAI, qui est une boîte d'oreilles augmentées. En fait, vous posez l'appareil chez vous. Pendant un mois, il vous écoute. Ça vous écoute, et donc en fait, on se rend compte, ils se sont rendus compte que tout le monde avait les mêmes bruits tout le temps.
Et ensuite, derrière, avec un modèle d'IA, ça repère quand il y a un bruit qui est différent, et c'est prédictif d'une hospitalisation ou d'un événement indésirable. Juste à l'écoute, à vous écouter dans la maison, quoi. En fait, on fait Les modulations de la voix. les modulations de la voix, probablement que si vous agacez moins entre votre épouse et vous. Dérivé du Shazam. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de modèles comme ça prédictifs maintenant avec de l'IA et qui vont être efficaces. Maintenant, après, c'est pour les accompagner, ce type de start-up dans tout ça. À chaque fois, c'est toujours pas, c'est le même message. C'est là, vous faites du repérage. Et donc derrière, c'est en quoi vous êtes en capacité de faire une intervention. Il faut absolument que vous soyez en capacité d'intervenir si vous faites du repérage d'un événement indésirable. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si en fait maintenant je crée une alerte? Ça prévient le médecin traitant, ça prévient la famille, etc. Mais en tout cas, il faut être en capacité de gérer l'alerte. Est-ce qu'il y a une dernière question? Après, on laissera la place au poster commenté. Merci pour la présentation, c'était super. Même si tu es gériatre, j'avais une question. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un intérêt à faire ce genre de process ICOP dans les labos de ville, mais pour pour une tranche d'âge encore plus jeune et adapté du coup, sans les troubles cognitifs, etc., adapté à une tranche d'âge plus jeune pour justement encore plus désengorger l'étape d'après? Alors, ça a été une vraie réflexion quand l'OMS a mis en place le programme, puisqu'en fait, au départ, ils voulaient partir vers 50 ans. Mais en fait, c'est la file active qui devenait quasiment ingérable, parce qu'en fait, plus on descend en âge, plus forcément la file active devient importante. Donc, ils ont mis 60 ans, et ils ont mis 60 ans avec cette démarche de se dire que, en fait, 80% des gens qui ont une insuffisance cardiaque ont plus de 60 ans, 80% des gens qui ont une fibrillation atriale ont plus de 60 ans, plus de 50% des cancers arrivent après 60 ans. Et donc, en fait, c'était de se dire, bon, c'est plutôt un âge assez charnière, aussi, dans une démarche de prévention primaire. Après 75 ans, c'est là où ça apparaît, que plus jeune. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas enlever la promotion de la santé. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on continue cette promotion de la santé avant 60 ans. Et être justement dans cette démarche de manger, bouger, etc. Enfin, ça, on ne peut pas être un vieux en bonne santé si on n'est pas un jeune en bonne santé. C'est compliqué. À part Johnny. Merci beaucoup. Du coup, tous les biologistes en bonne santé que vous serez peuvent aller assister à la prochaine conférence. Voilà. Merci à vous.